intelligence artificielle et psychiatrie, pour le meilleur et pour le pire, il y a un côté évident. Pour le pire, ben, vous avez entendu toutes les réserves éthiques tout à l'heure. Et imaginons que quelqu'un, un politique un peu fou, arrive à dire ben, finalement, ChatGPT, c'est un bon psy, et puis ben, au revoir, on était content de vous avoir, mais c'est plus tellement nécessaire, et ça coûte beaucoup moins cher, etc. Donc ça, bien sûr, ça serait le pire. Le meilleur, ben, il y a aujourd'hui des TCC assistés par intelligence artificielle avec des essais randomisés qui montrent que c'est potentiellement utile. Tout ça est discutable, mais effectivement, ça peut aider, pourquoi pas. Et puis, on a quand même une demande de soins qui excède largement une offre de soins. Si l'IA peut nous aider à soulager la souffrance de beaucoup de nos concitoyens et de nos enfants et adolescents, eh ben, c'est bienvenu. Voilà, alors ça c'est évident, et bien sûr je vous propose de ne pas en parler puisque c'est évident. Donc on va, on va s'intéresser à ce qui n'est pas évident, et ce qui est de mon point de vue beaucoup plus intéressant, c'est que l'IA nous oblige à repenser l'homme et le soin. Puisqu'on dit, bah, c'est une IA, bah ouais, bah, nous on est une intelligence, mais pas artificielle, bah ouais, mais en quoi c'est différent? Et ben, vous êtes au courant, si on en parle aujourd'hui, c'est que c'est pas si évident que ça. Alors je vais vous lire, on va faire une expérience, hein, vous l'avez déjà peut-être toute faite, enfin vous l'avez tous faite, vous avez déjà tous utilisé ChatGPT. Alors j'ai oublié de déclarer mes conflits d'intérêts. Je suis un vieux geek invétéré. J'adore les ordinateurs, les jeux vidéo, la science-fiction, le cyberpunk et tout ça. Et donc j'aime bien l'IA. Il m'arrive de m'aider à rédiger des rapports de thèse avec ChatGPT. Franchement, ça marche très très bien. De toute façon, vu qu'ils écrivent les thèses avec ChatGPT, ça n'est que la monnaie de la pièce. Enfin, on pourra en discuter. Donc, je suis un fan. Alors, on va faire une petite expérience. Voilà, on a fait une étude sur la santé mentale en prison il y a quelques années de ça. Et on avait fait une étude qualitative auprès de détenus qui ont vécu au moins 10 ans non-stop en prison. Donc c'est quand même une expérience de vie très particulière. Et on leur demandait en quoi 10 années de vie en prison, ça modifiait leur vie psychique. Et donc j'ai demandé à ChatGPT d'analyser un corpus d'un patient. Donc je vous lis le prompt. Je vous demande, donc je vous vois ChatGPT, je pense que ça marche mieux. Je vous demande de prendre le rôle d'un psychologue qui évalue le contenu émotionnel d'un texte. Il s'agit d'un détenu emprisonné depuis plus de 10 ans qui s'exprime sur sa vie. Il faut donner un nombre de 1 à 10 quant au niveau de souffrance psychique qui est le sien. 1 correspond à aucune souffrance psychique et 10 à un niveau maximum. Voici le texte à partir duquel vous devrez me donner ce nombre. Donc là, c'est le récit du détenu. Je suis quelqu'un de mal dans ma peau. Je suis complexé. Je me trouve pas bien. Je suis différent, je ne suis pas instruit. Depuis toujours, je suis comme ça. Mais là, ça va mieux. Je me sens retapé. Je suis plus à l'aise avec les autres. Dehors, j'avais aucun ami. Peur des autres. Ici, j'ai un copain. Je suis en prison depuis 95 et même si j'ai pris 30 ans, ça va à peu près. Par contre, les femmes, je suis très mal à l'aise, je perds mes moyens. Je n'ai jamais eu de copine. Je pense qu'il faut respecter les femmes, même si j'en ai tué une. Alors voilà la réponse de ChatGPT. Évaluer le contenu émotionnel d'un texte de cette manière implique une analyse sensible et respectueuse des expériences vécues par l'individu. Le texte que vous avez fourni dépeint un mélange complexe d'émotions et d'évolutions personnelles. Au début, le détenu exprime un sentiment de mal-être profond et une faible estime de soi, caractérisé par des complexes et une perception négative de son apparence et de ses compétences sociales et intellectuelles. Ces éléments suggèrent une souffrance psychique significative liée à son identité et à son rapport à lui-même. Néanmoins, il mentionne également un processus de réhabilitation émotionnelle et sociale en cours. Il se sent retapé, plus à l'aise avec les autres, et a même développé une amitié en prison, ce qui indique une amélioration notable de son bien-être psychologique et de ses compétences sociales. La durée de son emprisonnement et la gravité de son crime ajoutent une couche supplémentaire de complexité à son expérience.
L'admission d'avoir tué une femme tout en exprimant le besoin de respecter les femmes montre une prise de conscience contradictoire qui pourrait être le signe d'une lutte interne et de regret. Sur l'échelle de 1 à 10, où 1 représente aucune souffrance psychique et 10 une souffrance maximale, je situerai ce texte autour de 7. Cette évaluation prend en compte la détresse initiale et continue liée à son estime de soi, son isolement social et la gravité de son acte, tout en reconnaissant les signes d'amélioration et d'adaptation à sa situation actuelle. Cette évolution est subjective et basée sur l'interprétation du texte fourni, sans interaction directe avec l'individu pour une évaluation plus nuancée et précise de son état psychologique. Parfait. Alors, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, il y a une question, on va rentrer dans petit à petit dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé technologiquement pour qu'on en arrive là? Et j'ai envie de dire pour qu'on en arrive là subitement. Puisque ça a été dit, il y a 4 ans de ça. Alors, je suis enseignant de statistique donc, à Paris-Saclay, donc je suis proche des collègues qui font de l'informatique et du deep learning. Il y a 4 ans, personne n'imaginait que ChatGPT puisse écrire un truc comme ça. C'était juste impensable. Et vous devez savoir qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, ce qui s'est passé pour qu'il y ait une rupture à un moment donné. Alors, cette rupture, alors il y a quand même des pistes. La piste, c'est la massification du jeu de données sur lequel on a fait l'apprentissage, avec la massification du nombre de paramètres. C'est comme s'il y avait eu, si vous voulez, c'est comme une termitière. Si vous prenez 4 termites, ça ne va rien donner. Si vous en prenez 100 000, ça fait une termitière. Et à un moment donné, il y a, quand vous avez comme ça des objets qui sont massivement en interaction les uns avec les autres, eh bien, il peut se passer un changement de phase, c'est-à-dire comme une rupture d'organisation qui fait qu'on rentre dans un autre système, comme l'eau devient de la glace, comme les termites qui se mettent à fabriquer une termitière. Alors, et c'est une possibilité sur ce qui se passe en ce moment. Alors, ça a une conséquence, je trouve, pour des psychiatres, des psychologues, enfin toutes les personnes qui s'intéressent au fonctionnement psychique humain, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'opposition du cognitif et du connexionniste, c'est que, avec d'un côté où, d'ailleurs ça a été présenté, il y a eu des changements de phase dans l'intelligence artificielle, dans les années 60, 70, 80, il y avait des systèmes experts où c'était si, ça, et ça, alors ça, etc., etc., et ça ne marche pas trop. Ça marche un peu localement, mais pas trop. C'est-à-dire que dès qu'on essaie d'expliquer avec des flèches et des mécanismes explicitement le fonctionnement psychique d'un humain, ça ne marche pas. Vous voyez, on ne sent pas l'humain, quoi. On sent un robot. Alors que là, avec ChatGPT, avec ce que j'ai lu, ben, on sent un humain. On sent un humain. Et donc l'humain, c'est avant tout une interaction d'un nombre considérable de variables, interaction sur des... qui sont de nature non linéaire, c'est-à-dire que par moment, ben, 1 plus 1, ça fait 6, ou 10, ou 100, ou 1000, etc. Et ce qui fait que, eh bien, on est notamment imprévisible et, j'allais dire, inexplicable. On est compréhensible, mais inexplicable. Et c'est les termes utilisés par Willem Dilthey, ce philosophe allemand du XIXe siècle, qui a symboliquement au moins développé le concept de science humaine, en disant que les sciences de la nature expliquent et que les sciences humaines et sociales aident à comprendre. Expliquer, c'est une variable qui est expliquée par une combinaison linéaire ou une association d'un certain nombre d'autres variables. Comprendre, c'est rentrer dans un texte, s'en imbiber, le lire plusieurs fois, en discuter et le comprendre. Ça relève d'une herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes religieux. Et donc, eh bien, l'humain, fondamentalement, ça se comprend, ça ne s'explique pas. Et c'est un peu ce que dit l'intelligence artificielle, et je trouve que c'est déjà un résultat. Et d'ailleurs, vous savez qu'on ne peut pas expliquer, alors,
Il y a des gens qui essaient de faire le contraire. On ne peut pas expliquer pourquoi ChatGPT a dit ça. Il l'a dit. En fait, d'où ça vient? C'est noyé dans les milliards de paramètres qui déterminent son algorithme, et c'est un sac de nœuds, et voilà. Alors, c'est déjà un premier résultat, moi je trouve, c'est déjà dont acte. Pardon de t'interrompre à ce moment-là, Oui. mais si tu reprenais le même énoncé, Alors, est-ce qu'en soumettant, est-ce qu'il y a une reproductibilité? Voilà. Alors, il y a quand même une relative stabilité, parce qu'en fait, alors, c'est là que, d'abord, quand on parle de ChatGPT, en fait, il était en open source, mais il n'est plus en open source. Donc, du coup, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne. Néanmoins, vous savez que, en fait, quand vous avez une conversation avec lui, au fil des échanges de la conversation, il tient compte de ce que vous avez dit avant. Mais quand vous relancez quelque chose, il repart à zéro. Et là, globalement, il dit quand même toujours un peu la même chose. Alors, pas exactement la même chose, parce qu'il y a une part d'aléa, et d'ailleurs qui est paramétrable dans l'API. Dans l'API, on peut paramétrer la température de ChatGPT, hein, et plus la température est haute, plus il est créatif. Plus elle est basse, plus il est reproductible, et plus il dit toujours la même chose. On pourra revenir d'ailleurs sur qu'est-ce que c'est que la température d'un cerveau, d'un réseau de neurones profonds. C'est intéressant. Et d'ailleurs, en clinique, quelle est la température d'un maniaque ou d'un schizophrène par rapport à un TOC? Enfin, vous voyez, ça colle assez bien avec ce qui se passe dans un réseau de neurones profonds, en fait. Alors, donc, premier point. Alors, deuxième point, moi je vous propose de repenser à des choses qui sont importantes en psychiatrie, en psychologie et dans le soin, et qui sont déconstruites et reconstruites avec cette intelligence artificielle. Alors je cite le langage, le psychisme, la rencontre, le corps, la sexualité, la spiritualité. Et c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, langage et psychisme. Alors déjà, ce que ça nous dit, c'est que pour l'humain, le langage, c'est capital. Parce qu'en fait, ChatGPT, ça n'est que du langage, puisque c'est un corpus d'Internet qui abonde une base de données. Et on voit, alors ça fera plaisir aux collègues lacaniens, mais on voit que quand on met plein de mots, à la fin, on a quelque chose qui ressemble à un humain. Et donc, constatation, et là j'ai envie de dire c'est quasiment expérimental, le langage est massivement important chez l'humain et il détermine en grande partie l'humanité. Et je pense que ce n'est pas un résultat anecdotique quand aujourd'hui on parle d'antispécisme, etc., que tout est pareil, enfin que tout le vivant c'est pareil. Moi je pense qu'un vivant qui parle, ce n'est pas la même chose qu'un vivant qui ne parle pas. Voilà, en tout cas on a l'impression que ça dit ça. Alors, quand même, dans notre interaction avec l'IA, il y a la question à qui parle-t-on? Puisque on parle à ChatGPT, on lui écrit. En fait, on lui parle, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut lui parler. Mais finalement, quand on parle à ChatGPT, on parle à qui? Alors, en fait, cette question est redoutable. Elle est redoutable et elle doit revenir à, finalement, comment nous sommes construits. On peut considérer que notre cerveau est une boîte à outils qui construit une représentation du monde. Et cette représentation du monde, en fait, c'est une construction d'une réalité, et d'ailleurs, ça nous aide à vivre, parce que le monde étant dangereux, si nous en construisons une représentation, nous pouvons anticiper le danger et donc vivre plus longtemps. Et c'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours quand on conduit ou quand on est dans la savane et qu'il y a des lions, etc. On anticipe tout ce qui peut se passer. Alors, néanmoins, cette construction d'une représentation de la réalité, en fait, comme vous le savez, c'est une co-construction. Et on le voit avec le tout petit. Et cette co-construction, elle est en grande partie aussi construite à partir du langage. On dit, ça, tu vois, c'est un verre, tu peux boire, ça s'appelle un verre. Et il est transparent. Ça, c'est une table, etc. On fait ça. Et puis, du coup, ça nous permet, en fait, d'avoir des représentations communes des choses. Et ça, imaginez que nous vivions ensemble sans langage.
quel serait notre niveau de co-représentation du monde? Alors il existerait, on pourrait dire danger, pas danger, bien, pas bien, oui, on pourrait dire des choses comme ça, mais on n'aurait pas table bleue, etc., veston, enfin tout ce que l'on partage, et qui fait que grâce à ça, nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons entrer en synergie dans notre fonctionnement, et que nous sommes redoutablement puissants, hein, comme vous le savez, d'ailleurs même peut-être trop, il y paraît. Donc, le langage est partagé massivement et le langage construit une intersubjectivité. Alors, dans le langage, il y a quelque chose de très particulier qui est le pronom personnel. Donc, les linguistes disent qu'il y a le pronom énonciateur, le je, le pronom destinataire, le tu, et celui dont on parle, le il. Et figurez-vous qu'il y a eu des linguistes, notamment benveniste, dans les milieux des années 60, qui s'est posé la question, est-ce qu'il existe des pronoms personnels de ce type dans toutes les langues? Et la réponse est quasiment oui, et en grande partie oui. Alors, il y a tellement de langues et c'est tellement compliqué qu'on peut y... Donc, on a trouvé des exemples en japonais où, en fait, le tu et le je, la phrase s'écrit de la même façon, mais elle n'est pas prononcée exactement de la même façon selon que c'est un je ou un tu. Et donc c'est pour ça que la majorité des linguistes concluent qu'il y a bien un je, un tu et un il, et vous voyez que du coup, ça, vous voyez où je veux en venir, c'est que dans la rencontre et dans le langage, eh bien, à qui je m'adresse est quelque chose de fondamental. Je, tu, il. Et, alors, on passe sous silence souvent le on. Et le on qui est un truc très particulier. Hein. On a dit ça. On doit faire ça. Le on est une espèce de collectif. C'est pas nous, vous voyez, parce que nous, c'est nous tous. On, c'est une espèce de truc qui est au-dessus et qui peut même être... Il y avait un philosophe allemand qui disait la dictature du on, c'est-à-dire que on doit faire ça et il n'y a pas le choix, etc. Donc il y a un on dans le langage. Eh bien, on peut dire que quelque part, ChatGPT, c'est un on matérialisé. Parce qu'en fait, c'est un on parce que c'est tout le corpus écrit, c'est nous tous, et donc quand on s'adresse à lui, on s'adresse à on. Et ça fait un rapport à l'autre très particulier. Alors, d'ailleurs, essayez de regarder comment vous êtes quand vous parlez à ChatGPT, émotionnellement, je veux dire. Je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'on appelle le monologue interne. Alors, c'est pas exactement... vous voyez, on se parle à nous-mêmes. D'ailleurs, je dis on se parle à nous-mêmes. Figurez-vous, j'ai appris que ce n'était pas le cas pour tous les humains. Il y a des humains qui n'ont pas de monologue interne. Et c'est pas si rare que ça. Ça porte un nom d'ailleurs, anandophasie. Voilà, l'endophasie, c'est se parler à soi-même. L'anandophasie, c'est la particularité qui fait qu'on ne se parle pas à soi-même. Et il y a un papier d'ailleurs qui est sorti, je vous le conseille, Nedergaard et al. Dans Psychological Science, en mai 2024, c'est tout récent. Not everybody has an inner voice. Donc tout le monde n'a pas de voix interne, donc c'est des études de psychologie cognitive sur comment pensent les gens qui n'ont pas de voix interne, comment ils ont accès à la symbolisation. C'est très particulier. Alors, si je vous parle de ça, c'est que, bon, je pense que la plupart d'entre vous avaient une voix interne, et que, en fait, quand ça va pas bien, qui est le premier thérapeute? C'est nous-mêmes. Il m'a dit ça, mais pourquoi, etc. Et alors, j'aurais pu dire ça, et etc. Et voilà. Et... Est-ce que ça marche? Quand même un peu. C'est-à-dire qu'il y a une autothérapie par monologue intérieur. Avec ChatGPT, alors on ne parle pas à soi-même, on parle à on-même. Et c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que
on parle, on échange, quoi. Tiens, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est grave ou pas grave? Et il va dire quelque chose. On dit quelque chose. Et en fait, je vais prendre ça, et ça pourrait être thérapeutique. Ça pourrait être thérapeutique d'une façon un peu semblable que l'on a quand on se parle à soi-même, mais il faut être honnête, quand on se parle à soi-même, c'est pas toujours si facile que ça, et on n'est pas toujours tellement neutre avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, on le sent bien. Ah oui, enfin. Alors que là, on a quelque chose qui renvoie à une espèce de truc consensuel de l'humanité, quoi. Avec un surmoi artificiel aussi, puisqu'il a un surmoi artificiel, paramétrable. Alors, pourquoi pas? Alors, est-ce que ça peut faire du mal? Parce que dans notre monologue intérieur, est-ce qu'on peut se faire du mal? Pas trop. Pas trop. On peut se faire un peu de mal, hein, mais pas trop. Alors, est-ce que, du coup, échanger avec on-même, est-ce que ça peut faire du mal? Alors, il y a eu des exemples de suicide, etc. Il y a eu des exemples, ok, donc on peut. Alors oui, on peut, mais imaginez qu'ils vous disent « Ah, quand même, t'es nul, tu vaux rien, ta vie est à chier, etc. » Bon. Ça va faire un coup, mais vous allez dire « Bon, je n'ai rien à foutre de ce que tu me dis, quoi. Enfin, t'es une machine, tu me dis que ma vie est à chier, mais enfin, fuck, quoi. Voilà, Vous voyez, il n'y a pas de... Oui, ça va vous dire « Zut, si ChatGPT me dit que je suis nul, ça fait réfléchir. » Mais enfin, est-ce que vous allez le prendre de façon violemment émotionnelle? Pas forcément. Pas forcément. Et donc on voit qu'il peut y avoir un intérêt thérapeutique à échanger avec un robot conversationnel, de la même façon que tout à l'heure il y a eu une ébauche de discussion sur les les téléconsultations, les consultations en face à face, où on dit « Ah oui, mais d'abord il faut que ça soit, etc. » hein. Il y avait ça. Oui, une téléconsultation, c'est pas pareil qu'une consultation en face à face, ça c'est juste évident, on va y revenir, mais parfois, une téléconsultation, c'est mieux. Parce que ça fait moins mal, les choses qu'on se dit quand elles sont à distance. On est moins en danger dans ce qu'on dit, quoi. Et moi, enfin, j'ai eu des patients adolescents pendant le Covid qui étaient plus à l'aise pour dire des choses quand ils étaient en visio. Donc, et ça, faut le reconnaître, quoi. Il faut être lucide par rapport à notre rôle de thérapeute et à dire, ouais, d'accord. Donc, ChatGPT peut être un outil, parce que la rencontre est différente. Alors, venons-en à la rencontre. Et si on est là, alors, il y en a certains d'entre nous qui sont à distance, mais il y en a certains d'entre vous qui sont ici. Eh bien, on revient à ce que je vous disais, ça n'est pas la même chose. Et ça, c'est une très belle question parce que du coup, c'est-à-dire, pourquoi c'est pas la même chose? Parce que nous avons un corps. Et or, ChatGPT n'a pas de corps. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir un corps? Puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était le langage qui faisait tout. Après tout, on pourrait dire qu'il y a un corps ou qu'il n'y en ait pas, ça ne change pas beaucoup. Ben oui, mais sauf que si Rémi est à côté de moi, je sais que tout d'un coup, il peut y arriver quelque chose d'imprévisible et il peut se mettre à faire des choses, voire à me faire du mal. Enfin, ça n'est pas complètement impossible. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, on sait que ce quelqu'un peut faire quelque chose d'imprévisible, et si son corps est là, il peut nous faire quelque chose, il peut nous toucher. Or, dans notre société, vous savez, et vous le savez de plus en plus, toucher quelqu'un, c'est pas anodin du tout de toucher quelqu'un. Et donc, le fait que Rémi soit à côté de moi, et que si nous parlons, eh bien, cette rencontre-là va avoir une puissance sans commune mesure avec la puissance de la rencontre qui serait en visio. Et bien sûr, si derrière ça, il y a en plus
une arrière-pensée de sexualisation ou de sexualité, eh ben c'est encore plus puissant. Bien sûr, c'est encore plus puissant. Or, quand même, soyons honnêtes, dès qu'on rencontre un être humain, ben, l'évocation de quelque chose de potentiellement sexuel est toujours un tout petit peu là. Et donc, ben ça c'est un paramètre, voilà, que je trouve que l'intelligence artificielle nous oblige à nous rappeler. Nous oblige à nous rappeler, oui, nous sommes des sujets parlants, et que c'est capital, mais nous avons un corps et une sexualité, et ça dégage une puissance terrible. Et d'ailleurs, si Rémi me dit, mais t'es nul, t'as une vie de merde, etc., ça va pas faire pareil que si c'est ChatGPT qui me dit la même chose. Parce que c'est un humain, parce que je m'identifie à lui, parce que eh ben, ça va porter atteinte à mon narcissisme de façon extrêmement forte. Et bien sûr que c'est important. Et donc vous voyez ce côté imprévisible de l'humain, charnel, sexuel, qu'il n'y a pas dans l'intelligence artificielle, ben c'est un paramètre incontournable dans le soin, pour le meilleur et pour le pire. Et bien sûr que dans les thérapies, eh ben, c'est un élément essentiel. Alors, j'en arrive à la fin, spiritualité. Figurez-vous que il y avait le congrès de l'Association internationale de pédopsychiatrie il y a un mois à Rio, donc il y avait des collègues de tous les pays, et dont un bon collègue, Daniel Fung, qui est de Singapour, avec qui on discutait, et il me dit, ben, vous avez le modèle biopsychosocial. Alors, je lui dis, oui, mais ça c'est une tarte à la crème, parce que biopsychosocial, c'est une tautologie, quoi. Où il y a du bio, du psycho, du social, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ben, il dit, mais non, nous on a biopsychosocial et spirituel. Eh ben, il a raison. Il a raison. Et ça, c'est aussi un truc dont il faut qu'on réalise, c'est que nous avons une tâche aveugle autour de la spiritualité. Alors, dans la spiritualité, il y a les religions, etc. Et bien sûr, lui, il parlait de ça, mais il y a aussi notre rapport à la mort. Notre rapport à la mort relève de la spiritualité. Or, là, c'est quand même ultra défensif de ne pas régulièrement se rappeler qu'un jour on va mourir et que c'est quand même embêtant. Enfin, ça interroge les humains que nous sommes. Or, le rapport à la mort de ChatGPT est particulier. C'est que, d'abord, il peut se cloner à volonté et il est potentiellement immortel. Il va changer. Alors, bien sûr, il peut mourir si on coupe le courant, hein, mais les paramètres sont toujours là, si vous voulez. Il est que du symbolique, en fait. ChatGPT, c'est que du symbolique. C'est les paramètres d'un modèle. Et donc, virtuellement, il est immortel, puisque le symbolique, c'est immortel, quoi. Les mots sont immortels. Or, nous sommes mortels, et ça construit notre humanité. Et de savoir dans la rencontre que je suis avec un mortel, eh bien entendu que ça change les choses. Ça change les choses. Donc, au total, donc, de toute façon, l'intelligence artificielle est là. D'ailleurs, on peut même, quand on est avec des informaticiens, vous savez, il y a cette notion de singularité, c'est-à-dire qu'il y aurait un jour où l'intelligence artificielle arrive à l'intelligence humaine, on appelle ça la singularité. Eh ben, ça y est, quoi. Ça y est, c'est en première approximation, on peut chinoiser en disant « Ah, mais oui, mais ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça. » D'accord, ils font pas ça, mais vous avez lu ce que j'ai lu au début, ils font aussi bien qu'un interne en début de formation, hein. Donc, alors oui, c'est pas pour tout, mais enfin bon, à la louche, une IA aujourd'hui, ça ressemble à un humain, voilà, quand on échange. Et ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc il faut vivre avec, en particulier quand on est psy. Bon, alors, est-ce que c'est... Alors, beaucoup de collègues disent c'est une blessure narcissique, c'est horrible, etc., mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je trouve que ça montre bien que nous sommes compliqués.
puisque l'intelligence artificielle n'est intelligente que quand elle est ultra compliquée. Et donc l'humain est compliqué. Ben, c'est quand même aussi le cœur de notre métier, de travailler avec la complexité de nos semblables. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle issue de l'intelligence artificielle. Et puis après, ben, ça nous force à reconstruire et déconstruire nos concepts les plus intimes, dont acte, et au bout du compte, ben, on constate bien qu'on n'est pas pareil que les intelligences artificielles. Voilà, on n'est pas pareil, ils vont nous aider, peut-être qu'ils vont aussi nous prendre certaines parties qui faisaient qu'on pensait qu'on était des personnes bien, et ça nous construisait dans notre narcissisme, et là peut-être qu'il va falloir mettre un mouchoir sur plein de choses, mais c'est pas bien grave, hein, on fait ça régulièrement dans notre vie. En tout cas, merci pour votre attention.